parler donc des EHPAD. Et Maryse Déliby, vous êtes directrice générale du centre hospitalier intercommunal Ribérac-Drône-Double et de l'EHPAD La Porte d'Aquitaine à La Roche-Chalais. Vous êtes aussi vice-présidente de l'association Agir pour la télémédecine. Et votre expérience de la télémédecine a d'ailleurs été reprise dans le livre de Nathalie Salle, Télémédecine en EHPAD, aux éditions Le Coudrier, si certains sont intéressés, ou peut-être certains l'ont déjà lu. Nathalie Salle, qui devait être avec nous aujourd'hui et qui finalement n'a pas pu venir malgré la fin de l'épidémie de grippe. Eh bien, voilà, il semble que la grippe ait fait quelques petits dégâts. Alors, un constat, comment avoir les services, un parcours de santé convenable sans avoir les ressources sur place? Ça, c'est un peu la question que vous vous êtes posée au sein de votre établissement, Maryse Déliby. D'abord, on va replacer le contexte. Voilà. Expliquez-nous, parce qu'on veut être dans le concret, dans cette deuxième table ronde, pour qu'on se situe bien, présentez-nous votre établissement, cet EHPAD dénommé La Porte d'Aquitaine. Alors, tout d'abord, donc le contexte très rural, donc à peu près équivalent à ce qu'on peut connaître sur votre région. Beaucoup de forêts, plus de chevreuils et de sangliers que de médecins et d'infirmières. Voilà. Concernant mon expérience de télémédecine, en fait, elle a démarré en 2011 suite à une rencontre avec une résidente qui, 103 ans, a fini finalement les 8 derniers mois de sa vie avec un escarre particulièrement douloureux, malgré les morphiniques n'étaient pas soulagés. Et je me suis dit, mais plus jamais ça. Pour autant, comment est-ce qu'effectivement on accède aux soins quand cette dame me disait, mais je ne bougerai pas de l'EHPAD, ça ne sera pas possible, je ne bougerai pas de l'EHPAD, vous ne me ferez pas partir, maintenant ma vie est je suis presque au bout de ma vie, donc je ne partirai pas. Mais je me suis dit, on peut pas, on meurt tous, certes, mais pas tous de la même façon. Et je dirais que cette Madame S m'habite toujours, voilà, une relation un peu particulière avec cette dame. Et c'est à partir de là où j'ai commencé mes recherches. Je me suis dit, si effectivement dans une zone rurale comme la mienne, on ne peut pas accéder aux soins, soit parce qu'on est en difficulté pour se déplacer, soit parce qu'on n'a pas accès, en l'occurrence, à des soins spécialisés. Là, on était dans du très spécialisé. Les plaies cicatrisation, c'est très spécialisé. Je me suis dit, tu vas commencer à chercher. Ça, c'était quand, ça? Ça, c'était en 2011. 2011, et bon, j'ai eu la chance, je dirais, la chance, on cherche un peu, de rencontrer Pierre Simon, qui est un des précurseurs de la télémédecine, et donc de partir en formation pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire, de quoi ça va parler. Et je suis sortie de cette formation en me disant, là, il y a une vraie solution. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher comment on pouvait monter un projet de télémédecine. J'ai un peu harcelé l'ARS, puisque c'était l'époque, en 2012, où Nathalie Salle, finalement, avait recruté 6 EHPAD pour pouvoir faire de la télémédecine, de l'expérimentation. Et c'était prévu que ce soit en Gironde, et moi, j'avais pas de chance, j'étais pas loin de la frontière, mais en Dordogne. Donc, finalement, il y a eu un désistement sur la Gironde, et je les avais tellement harcelés qu'ils ont fini par me donner le projet. Et on a commencé comme ça en 2012. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses très très intéressantes. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2012-2013, les propos que j'ai entendus aujourd'hui, je ne les aurais pas entendus en 2013. Il y a vraiment quand même aujourd'hui une vraie évolution, plus de connaissances autour de la télémédecine, parce que rien que le mot télémédecine n'était pas connu. Là, on vous regardait un peu bizarrement. Alors la déshumanisation, je ne vous en parle pas. L'instrumentalisation, là, c'était quand même très difficile avant. Pour autant, dès les premières... nous avons quand même essuyé les plâtres, donc je suis aussi administratrice à ESEA, donc à l'époque à TSA. C'est vrai que dès le départ, quand même, il a fallu vérifier la possibilité technique. Je regarde le technicien, on a dû vérifier la faisabilité technique. Aujourd'hui, on dit c'est dépassé, on ne parle plus de la technique. À l'époque, quand même, on a eu quelques bugs techniques, il faut quand même le dire. Voilà. Aujourd'hui, c'est même plus une question qu'on se pose, la technique n'est pas un souci. Ce qui est plus un souci, ça va être plus l'organisation et
l'évolution culturelle. Alors ce que j'ai entendu aujourd'hui me donne beaucoup de courage pour continuer. L'organisation, vous voulez dire des l'organisation à l'intérieur, sur les territoires, l'organisation dans les établissements. Effectivement, la gestion du temps est une vraie problématique dans les établissements. Donc, que vous dire de plus par rapport à la feuille de route parce que 2012, c'est ça, c'est le début de l'expérimentation. C'est les premiers cadrages de l'expérimentation avec 6 EHPAD, effectivement, en Aquitaine. Donc là, on est encore dans l'abstrait, en fait. Ah oui, complètement. Vous avez là, d'ailleurs, ce sont les premiers chariots, voilà, la photo, ce sont les premiers chariots télémédecine qu'on a eus, que l'ARS avait choisi, il y avait eu un appel à projet, l'ARS avait mis à disposition des EHPAD. Et le porteur de projet, c'était le CHU de Bordeaux, Xavier Arnozan, donc Nathalie Salle, entre autres, qui était le porteur de projet. Voilà pour... Donc, ces chariots, ils sont vous êtes passé quand, en fait, à l'acte de télévision? On est passé à l'acte, c'est tout à fait ça, à partir de... Je crois que c'est avril 2013, et ensuite, c'était prévu jusqu'en septembre 2014, et après, il y a eu un nouveau marché qui a été constitué. Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que c'est pas moi qui ai constitué le marché, c'était l'ARS et le CHU qui pilotaient tout ça. Donc je dirais toute la partie particulièrement pénible, marché public et tout ça, toutes les conventions, toutes les procédures, je dirais que je suis rentrée par la petite porte et la porte facile. Moi, je me suis vraiment centrée sur l'organisation au niveau de mon établissement et puis sur la pédagogie qu'il fallait faire auprès des professionnels et des médecins traitants. Alors justement, vous avez au sein de l'EHPAD une équipe donc constituée multidisciplinaire, j'imagine, avec des infirmières, il y a des médecins également? Alors, nous avons... Des aides-soignants? Nous avons de temps en temps du temps de médecin coordonnateur. Bon, la situation actuelle, 4 EHPAD, 0 médecin coordonnateur. Donc voilà, mais je crois que dans la salle, certainement que d'autres sont dans le même cas que moi. Pénurie d'infirmières. Voilà. Pour autant... Comment vous leur avez présenté? Est-ce que vous vous souvenez comment vous leur avez présenté et comment ça a été accueilli? Alors, la première fois que j'ai présenté ça à mon médecin coordonnateur, qui est médecin généraliste, il me dit, mais vous vous rendez pas compte, vous allez prendre la place des spécialistes, puisqu'on était bien sur le spécialiste. C'était soin des plaies, c'est ça, et cicatrisation. Les cicatrisations pour le premier, puis après on est passé très rapidement d'ailleurs à d'autres disciplines. Et il me dit, vous allez prendre le travail des spécialistes. Et je lui dis, écoutez, ça fait 3 ans que je suis sur le territoire, j'ai pas pensé à prendre le nom des spécialistes, on n'en a pas. Voilà. Et donc du coup, il a un peu réalisé finalement ce qu'il est en train de me dire. Puis il m'a dit, on va y aller. Et je dirais que c'est quelqu'un qui derrière a été ensuite très porteur, puisqu'il a passé le DU télémédecine. Et aujourd'hui, c'est un médecin traitant, un des rares qui nous reste sur un des territoires où j'ai un établissement, qui aujourd'hui est porteur, bien qu'il soit tout seul et proche de la retraite, est porteur d'un projet télémédecine pour qu'on puisse le développer sur le territoire. Et au sein en maison de santé. Et au sein de l'équipe, on va dire, fixe, au niveau de l'EHPAD, donc les infirmières et les aides-soignantes, comment elles ont accueilli, elles, ce projet? Est-ce qu'elles ont été emballées ou est-ce que plutôt il y avait une appréhension? Non, il y a eu une appréhension d'emblée. Avec première question, ça a été alors du côté des infirmières, parce que les infirmières ont bien senti que c'était quelque chose, un travail pour elles. Du côté des infirmières, du côté des aides-soignants, ça a été finalement mieux accueilli parce que ça leur permettait, sur le coup, cette place qui a été donnée aux aides-soignants leur a permis réellement de valoriser leurs pratiques et qu'on prenne en compte en fait toutes leurs observations. Quand vous avez un problème de plaie-cicatrisation, les premières, celles qui touchent le corps au quotidien, qui font les toilettes, ce sont les aides-soignantes, ou SH faisant fonction, puisque nous en avons. Et ça leur a permis derrière qu'on regarde de plus près le travail qu'elles font. Donc ça, c'est vraiment une valorisation des compétences. Et le fait qu'elles aient pu participer effectivement aux téléconsultations leur a permis de développer des compétences. Ça a été souligné, le développement des compétences. Et lorsqu'on s'est lancé dans cette aventure, on en a reparlé souvent avec Nathalie Salle, on n'avait pas imaginé ce côté formation. Et ça, c'est réel, c'est réel. Et effectivement, je rejoins tout à fait les propos qui ont été tenus, qu'à un moment donné, on est amené à avoir moins de téléconsultations, alors surtout sur les plaies cicatrisations, dès lors qu'effectivement le transfert de compétences est fait, puisque on sait faire. Il y a peut-être aussi un côté rassurant finalement pour l'équipe soignante de se dire je suis formé, je vais pouvoir aider ce patient plutôt que de voir une plaie qui s'aggrave, qui se détériore
et de voir que rien n'est fait parce qu'on manque d'expertise. Alors, ça c'est effectivement un point, et je dirais qu'on peut, ça sécurise aussi les équipes soignantes dans leur pratique, parce qu'elles se disent que si elles n'ont pas, qu'à un moment donné, le protocole qui est mis en place ne va pas être efficace, qu'on est peut-être passé à côté plus précis du diagnostic, nous, on sait qu'on va pouvoir demander une consultation. Alors qu'auparavant, ce qui se passe, et là je suis au regret d'annoncer à la caisse primaire d'assurance maladie qu'on ne fait pas d'économie, c'est qu'en fait, la plupart des résidents qui ont accès aujourd'hui aux soins par la télémédecine sont des résidents qui n'auraient pas eu de soins. Donc on n'est pas dans des économies, je suis désolée, parce que bon, les transports, si c'est pas en LD, c'est les familles qui le payent, donc c'est pas une économie pour la caisse primaire d'assurance maladie. Mais par contre, voilà, d'avoir cette sécurité, alors je parle ça, on parle des plaies cicatrisation, mais c'est vrai pour tous les éléments, je pense à la gériatrie. Aujourd'hui, on manque de culture gériatrique dans nos établissements. Accéder à un gériatre quand vous êtes en EHPAD, mais ça n'existait pas. Cette prise en charge globale, cette vision globale que vous avez de la personne, et là encore, ça permet, alors oui, certains diront, ils sont vieux, mais non, enfin, le respect de la vie jusqu'au bout, enfin, qu'on respecte ça. Et là, c'est vraiment, je crois que donc on a fait ça, on a fait les troubles du comportement, on a fait la psychiatrie, donc la gériatrie. J'ai expliqué tout à l'heure, on a été, donc les soins palliatifs. Il y a une étude d'ailleurs qui est menée, je crois, par le CHU de Toulouse sur les soins palliatifs via la télémédecine. Et ensuite, on a eu l'occasion de faire 2 expériences un peu particulières. Une qui a été sur une consultation éthique, sur un choix qu'il y avait de est-ce qu'on poursuivait, est-ce qu'on ne poursuivait pas le traitement, avec la famille, le résident, ces consultations. On n'avait jamais eu ça, nous, dans nos EHPAD. Voilà, je suis dans un milieu très rural. C'est même pas quelque chose qu'on aurait imaginé demander. Donc bon, les équipes, comment elles l'ont perçu, elles m'ont suivi parce que bon, elles me savent un petit peu avant-gardiste de temps en temps. Et du coup, je crois qu'elles m'ont fait confiance. J'étais leur directrice, finalement. Je crois que la confiance y est dans mes équipes. Du coup, elles m'ont, parce que je leur ai pas fait faire que ça, tant qu'à faire. Mais elles m'ont fait confiance. Mais c'est vrai que j'ai dû faire beaucoup de soutien pour qu'elles soient convaincues d'organiser le temps de travail, mais vraiment au plus près du terrain. C'est-à-dire que la directrice que je suis est descendue vraiment sur le terrain pour leur dire on peut s'organiser de cette façon. Et ensuite de relayer aussi, il a été question de charges administratives, de relayer aussi les premiers renseignements qu'on donnait étaient particulièrement lourds. On avait voulu être très exhaustif sur les premiers éléments, et c'est vrai qu'on passait quasiment 1 heure à remplir le dossier de demande. Avec de l'habitude, parce qu'après on arrive à trouver un peu les parades, avec de l'habitude on était arrivé à 30 minutes, et ensuite lorsqu'on a refait effectivement tout ce questionnaire, aujourd'hui, moi c'est ce que je disais tout à l'heure en off, ce qu'on demande comme élément me semble indispensable quand on demande les antécédents médicaux, quand on demande s'il y a eu un changement de comportement de la personne récemment, si elle a perdu du poids, quel est son comportement autour des repas, s'il y a eu des problèmes médicaux dentaires, s'il y a eu un changement de traitement. Si on demande le traitement, je crois que là, on est dans le BAPA, le minimum de ce qu'on peut demander pour rassurer derrière une consultation spécialisée. Quel bilan aujourd'hui vous tirez de ces 8 années, donc, enfin, on va dire 6 années, puisque c'est devenu concret en 2013, vous disiez. Quel bilan vous en tirez et quels conseils peut-être vous donneriez à des personnes qui sont ici et qui sont séduites, mais qui en effet sont arrêtées par ce côté administratif lourd et puis aussi par le financement? Alors, du côté de... Bon, on arrive sur l'EHPAD de La Roche-Chalais à une centaine de téléconsultations. Donc on commence à avoir une bonne expérience sur un EHPAD. J'ai développé sur 2 autres EHPAD. Sur le 2e EHPAD, donc, où intervient le médecin coordonnateur que j'avais en première expérimentation, intervient sur le 2e EHPAD. Donc lui, effectivement, a largement permis de développer, mais vraiment là très vite, puisqu'en fait, mes infirmières formées sur la première, comme on avait déjà démarré sur un EHPAD, ça a été très facile de démarrer pour nous sur le 2e. Sur le 3e, j'arrive pas à démarrer parce que là, c'est que j'ai beaucoup plus de problèmes. C'est que non seulement j'ai pas le médecin coordonnateur, mais j'ai même plus les médecins traitants.
Donc, du coup, voilà, c'est tout un travail, effectivement, un questionnement que j'ai avec Nathalie Salle, de se dire quelle organisation on peut mettre en place, et ou sur cette EHPAD notamment, je souhaiterais qu'on puisse mettre en place, comment dire, en fait, je cherche un médecin éventuellement sur Bordeaux, qui ne gagne pas assez sa vie. On est en train de faire cette recherche pour que finalement mes infirmières puissent faire de la télémédecine, mais de la médecine générale, là, sur le coup. Alors, dans l'idée, et je pense au présentiel, le présentiel me semble important. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un dispositif, en tout cas c'est comme ça qu'on est en train de réfléchir avec plusieurs partenaires, d'imaginer un dispositif où on pourrait avoir des médecins qui vivent à Bordeaux, je parle de Bordeaux parce que c'est notre ville la plus proche, des médecins qui vivraient sur Bordeaux, il y a 1h30 de route à peu près, qui pourraient faire de la télémédecine générale et faire 1 ou 2 journées par semaine où ils viendraient juste en journée pour effectivement pouvoir faire du présentiel pour les situations. Sur la médecine générale, sincèrement, je pense que le suivi des pathologies chroniques peut s'adapter très très bien à la télémédecine. Donc qui permettrait là sur le coup d'un vrai accès aux soins. Aux soins, est-ce qu'il manque dans alors l'autre expérience, c'est l'accès, les délais d'accès. Quand vous prenez un rendez-vous lambda, je dirais chez un dermato, vous avez des délais d'attente qui sont très longs. Là, on arrive à avoir des rendez-vous très vite. Alors, je vais rebondir sur effectivement ce qui a été présenté tout à l'heure. L'organisation de territoire est particulièrement importante. L'organisation qui a été posée au niveau de Bordeaux, vous avez en fait une secrétaire qui va dispatcher les rendez-vous. C'est-à-dire que ça ne repose pas sur un seul médecin. Si vous avez les dermatos, vous avez 3, 4, 5 possibilités de dermatos différents, ce qui vous permet d'avoir des délais de rendez-vous qui vont être nettement plus courts. Et l'avantage de ça, c'est que non seulement vous avez ce délai pour accéder aux soins, mais l'avantage que vous avez quelque chose qui n'est pas fait en général, c'est le suivi, l'évaluation. Et là, par contre, on peut complètement passer, sur le coup, on n'a pas besoin d'être en présentiel. On envoie la photo. Mais sur les troubles du comportement, comment ça se passe ? On le fait en présentiel. Et ensuite, en deuxième fois, donc on va avoir des préconisations. Et en deuxième lecture, on va pouvoir dire, bon, on se revoit dans 8 jours, dans 10 jours. Et on voit ce qu'a pu donner le traitement. Ça, c'est le champ de travail qui est rarement fait, cette évaluation. Et où effectivement, là, ça va être l'équipe soignante qui va pouvoir expliquer, dire bon ben alors là ça va, mais alors le soir ah non attends tu te rends pas compte, toi tu débauches à 19h, mais alors à 20h qu'est-ce que ça se passe mal, parce que les aides-soignantes elles y sont encore à 20h, puis on a celles de nuit qui vont pouvoir nous dire là par contre non, la nuit elle tourne toute la nuit, donc je dirais que cette réévaluation est importante. Par contre l'expérience qu'on a, le médecin traitant est au cœur du dispositif. Alors, premier bémol, quand vous n'avez plus de médecin traitant. Mais deuxième bémol, c'est que l'absence de médecin traitant fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on a les préconisations, on passe plus de 3 semaines avant d'avoir la prescription, puisque c'est le médecin traitant qui prescrit. Et ça, c'est une véritable difficulté. Alors, au niveau du système qu'on a, on a la possibilité, effectivement, on leur adresse directement les courriers, parce que par contre on a les courriers de sortie, de consultation très très vite. Et la possibilité qu'ont les médecins traitants, c'est de pouvoir, on a un relais par téléphone, et ils peuvent intervenir depuis leur cabinet directement, je dirais en fin de téléconsultation, finalement pour voir le diagnostic, qu'on puisse avoir la synthèse et les préconisations, où là il va pouvoir discuter directement avec le spécialiste. Il le mobilise assez peu. Voilà. Mais sur des situations difficiles, ils vont le mobiliser. Merci. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions qui vous seront posées tout à l'heure sur cette expérience. Je vais passer la parole alors à 2 médecins, enfin un médecin et un odontologiste. On va apprendre ce que c'est qu'un odontologiste. Docteur Alain Quéroux, vous êtes ORL et chirurgien, et docteur Bernard Sarikassapian, vous êtes odontologiste hospitalier, tous deux au centre hospitalier de Guéret. Donc on passe de la Dordogne à la Creuse. Vous allez nous parler d'une réponse en télémédecine avec le programme Télédent, mais avant tout, odontologiste, c'est quoi cette spécialité ?
L'odontologie, c'est un chirurgien dentiste qui exerce en milieu hospitalier. Donc voilà, nous ne sommes pas très nombreux en France, à peu près une centaine à temps plein, donc ce qui est peu nombreux, une centaine à temps partiel. Alors, comment est né Télédent et quels étaient les prérequis pour réussir ce programme? Alors, à l'époque, c'était un projet, c'était en 2013, une rencontre avec mon collègue, le docteur Kérou, qui est chirurgien ORL, et on a pris conscience que dans les EHPAD, l'état dentaire de ces résidents n'était absolument pas considéré. Ces personnes-là étaient marginalisées et n'avaient pas accès aux soins. Voilà, c'est parti sur ce constat. Ces patients qui présentent en majorité des troubles neurocognitifs n'expriment pas leur souffrance, leur douleur. Donc ils restent avec cet état dentaire, bucco-dentaire, qui devient complètement délétère, polyinfecté, et qui peut avoir de graves conséquences sur leur état général, leur qualité de vie et sur leur nutrition. Alors, on a eu l'idée, en 2013, d'utiliser un appareil qui est dédié à la chirurgie ORL, c'est un endoscope rigide, pour examiner la cavité buccale de ces patients. On a formé une infirmière qui se déplace à l'aide de cet appareil, avec cet appareil, dans les établissements. L'IDE donc réalise un examen qu'on appelle VEB, c'est une vidéo-endoscopie buccale. Mais alors il a fallu que l'on valide scientifiquement cette étude. C'était à l'état de projet et on ne pouvait pas se dire on va se lancer à exploiter cette procédure si elle n'était pas validée. Donc grâce au CHU de Limoges, qui a porté cette étude, clinique avec des financements, on pourra en parler. On a réalisé une étude donc clinique qui a fait l'objet d'une publication dans le JAMDA, c'est une revue américaine. C'est une étude multicentrique et internationale. Voilà. Avec l'Allemagne, nous avons travaillé. Oui, donc vous avez travaillé avec d'autres centres, d'autres équipes. Oui, absolument. En Europe. Oui, avec l'Allemagne, oui, à Cassel. Donc ça fait l'objet d'une publication qui est sortie en 2017. Donc vous avez ici le titre. Et donc ça nous a permis non plus de considérer cette procédure comme un projet, mais comme un programme. Et nous l'avons déployé sur la Creuse, sur 10 EHPAD actuellement, et un établissement à Page. Suivant. Donc cette VEB, vidéo-endoscopie buccale, repose sur un trépied exigeant. D'abord un matériel d'endoscopie fiable, chirurgical, une personne qui est notre infirmière qui a été formée spécifiquement pour l'utiliser et qui réalise un examen protocolisé. Suivant. Voilà, l'appareil qui est à gauche, c'est un appareil qui permet donc de réaliser... Suivant. Ici, vous avez donc l'infirmière qui utilise cette photo juste pour vous montrer l'intérêt de cet appareil, c'est qu'il n'est absolument pas invasif, c'est-à-dire que l'extrémité de l'optique n'entre pas dans la cavité buccale. Ici, vous avez, c'est un jeune, hein, c'est uniquement pour montrer l'intérêt de cet appareil, et l'infirmière contrôle donc sa caméra en regardant l'écran qui est posé sur la table en face. Suivant. Alors, comment un petit peu la procédure, je vais vous l'expliquer. L'infirmière se déplace avec ce matériel dans les EHPAD, elle réalise les vidéos des personnes qui acceptent cet examen, donc ce n'est pas un examen imposé. Non seulement elle réalise les vidéos, mais elle a un rôle extrêmement important, c'est de recueillir toutes les données médicales et de nous faire part des difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'enregistrement. À partir du moment où on récupère ces vidéos, elles sont analysées
donc par un chirurgien dentiste extérieur, en l'occurrence pour l'instant c'est moi, au centre hospitalier de Guéret, mais de manière asynchrone, c'est-à-dire entre la vidéo qui est réalisée, les vidéos qui sont réalisées et l'analyse de ces vidéos, il peut se passer quelques jours. Donc on rentre dans le cas de la télé-expertise. À l'issue de ces vidéos donc, qui sont analysées, en tenant compte des informations que nous a apportées l'infirmière, on établit un rapport. Ce rapport aboutit à un primo-diagnostic. À partir de ce primo-diagnostic, on propose une prise en charge thérapeutique. C'est le parcours qu'on a dénommé parcours personnalisé de soins. Parce que pour nous, il n'y a pas de sens de réaliser un dépistage sans proposer une prise en charge thérapeutique. Ça n'a pas de sens. Pour les cas difficiles, les patients qui sont grabataires, qui sont en brancard, qui sont polypathologiques, on insiste sur la nécessité d'une concertation pluridisciplinaire. Il y a une décision collégiale à suivre pour la prise en charge. On prend en compte l'avis du médecin traitant, bien sûr l'accord de la famille, quand le résident ne peut pas donner, n'a pas la capacité de prendre une décision, et éventuellement le médecin anesthésiste. Alors, donc ce dispositif permet d'intégrer dans le parcours de soins le médecin traitant ou les ayants droit qui sont pleinement partie prenante. Il n'est pas question pour nous, pour les cas difficiles, où il y a un risque majeur lors du traitement, de prendre une décision unilatérale. Suivant. Alors voilà l'exemple d'une vidéo, vous pouvez est-ce que vous pouvez la mettre en route? Est-ce que c'est possible? Voilà, on appuie. En bas à gauche, il y a la flèche. Voilà. Donc l'intérêt de cet appareil, c'est de pouvoir visualiser l'ensemble des arcades dentaires sans être intrusif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrusion, on n'insère pas l'extrémité de l'optique dans la bouche. Et ces vidéos sont particulièrement intéressantes parce qu'on note l'état des dents qui sont délabrées, l'état des muqueuses également. On peut repérer des ulcérations, on peut repérer ce qui peut être considéré comme peut-être des lésions tumorales. Voilà, donc on relève tous ces éléments qui peuvent être à l'origine d'une dénutrition, de douleur, et avec ces images et tous les éléments que nous a apporté la télé assistante dentaire, la TAD, on peut réaliser un rapport qui est donc signé et qui est renvoyé au médecin généraliste ou au médecin coordonnateur. Suivant. À partir de ce moment, vous pouvez mettre en route. À partir de ce moment, le médecin coordonnateur ou le médecin traitant va proposer cette prise en charge. On n'impose rien du tout. Le résident accepte ou refuse, ou ses ayants droit, s'il est sous tutelle. Voilà. Et là, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Le rôle de l'infirmière est quand même capital, c'est qu'elle visualise, elle est formée pour ça, les éléments qui sont inquiétants, et elle voit que les dents sont mobiles et qu'elles risquent de tomber, être inhalées ou dégluties en position allongée du patient. Voilà. Donc, on peut aussi évaluer le degré d'urgence de la prise en charge. Voilà, sur la gencive en bas, vous voyez une pigmentation qui est très bien relevée sur la vidéo. Suivant. Alors, là, cette fiche, elle est donc remplie, elle est validée, on la signe et on la renvoie au médecin traitant ou coordonnateur. On note s'il y a nécessité d'avulsion dentaire, de soins conservateurs, s'il y a nécessité d'un détartrage, s'il y a nécessité d'un complément d'investigation. On relève également l'état des prothèses, si elles ont besoin d'être réadaptées, etc.
Et on note aussi, en fonction des indications de l'infirmière, si ce patient peut être reçu en fauteuil ou s'il vaut mieux, enfin, s'il est apte à être examiné en cabinet dentaire libéral. Parce que nous avons le souci permanent de travailler avec les médecins les chirurgiens dentistes libéraux. Quand c'est possible, le patient est envoyé et adressé à un chirurgien dentiste de proximité de l'EHPAD. On ne va pas le faire venir spécialement à l'hôpital pour réparer ou modifier une prothèse. Suivant. Voilà, donc sont notées également sur le schéma de gauche qu'on appelle un odontogramme, toutes les dents qui sont manquantes, fracturées. Sur le schéma de droite, les lésions des muqueuses. Suivant. Alors, évidemment, le patient a libre choix de son praticien s'il souhaite être traité par son chirurgien dentiste. Ce n'est pas un problème du tout, mais nous, notre rôle s'arrête là, mais on a le souci d'une prise en charge thérapeutique après le dépistage par télémédecine. Dans tous les cas, si ce patient n'est pas pris en charge dans un cabinet dentaire, nous on le prend en charge à l'hôpital. Il faut savoir que le département de la Creuse est sous-doté en chirurgiens dentistes. Grosso modo, il y a 35 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants, la moyenne nationale c'est 65. Alors, l'assistante dentaire, plus exactement l'infirmière, a un rôle extrêmement important. Et elle a un rôle de coordination entre l'hôpital et les personnels soignants de l'EHPAD. Elle recueille les demandes, parce qu'effectivement, il y a un requérant, le médecin est requérant, et le médecin de l'EHPAD est requérant, donc elle va recueillir ces demandes, elle effectue les vidéos et également elle recueille toutes les informations nécessaires concernant l'état de santé du résident. Elle est particulièrement vigilante en ce qui concerne l'identité du patient et le codage. Et effectivement, elle aussi, elle est très vigilante en ce qui concerne la désinfection, décontamination du matériel. Alors c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier, donc il nécessite une formation, et elle s'intègre dans ce qu'on pourrait appeler une délégation de tâches. Elle évite le déplacement du patient, du résident sur le plateau technique, et elle permet aussi de limiter les déplacements du chirurgien dentiste dans les EHPAD. Donc je l'ai dit, elle coordonne le parcours de soins du patient et l'action de tous les intervenants. Tu peux prendre le relais ? Bien. Docteur Alain Quéroux, ORL et chirurgien cervico-facial. Voilà. Qui est dans cette affaire-là pour deux raisons. La première, vous l'avez compris, c'est qu'on utilise un matériel ORL et ça a été notre astuce de départ d'avoir été les premiers, il faut le dire, à réaliser une image de la totalité de la cavité buccale à 360 degrés. Parce que les caméras dentaires filment des groupes dentaires de quelques dents et ne permettent pas un examen exhaustif de la cavité. La deuxième raison, c'est que nous sommes voisins de palier à l'hôpital et que nous travaillons dans le même domaine. Et pour nous, la pathologie dentaire est extrêmement importante. C'est un des facteurs de risque de cancer ORL, un des facteurs de risque majeurs sur le trépied, mauvais état dentaire, alcool, tabac. Donc les avantages de cette procédure qui a été décrite, c'est qu'on réalise derrière un parcours de soins personnalisé. Alors la télécommande, elle est repartie, non ? Non, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors le bilan de notre activité, c'est un travail que nous avons commencé en 2012-2013 et notre activité s'est réellement installée l'an dernier puisque nous avons fait le choix initial de valider
par ce travail de recherche que nous étions aussi performants par vidéo qu'en examen direct au fauteuil. En 2018-19, en 2018, on a réalisé 450 examens et cette année 90 depuis le début janvier. 72 projets personnalisés de soins ont été acceptés jusqu'à présent. Diapo suivant. Alors, les avantages, nous sommes dans un domaine un peu particulier qui est un peu parallèle à la médecine. Nous sommes dans une cavité un petit peu difficile d'accès chez des patients qui n'expriment pas leur souffrance et qui ne sont pas coopérants, voire opposants. Nous avons tous les critères de difficulté et là, la médiation de cet appareil, de cette technique est fondamentale pour parvenir à un résultat qu'on n'aurait pas de façon spontanée. C'est une meilleure approche du patient parce que l'assistante dentaire qui passe crée une relation, elle peut revenir plusieurs fois et surtout, il y a une personne de confiance dans l'établissement avec le patient. Quelqu'un qui rassure, qui apaise le patient et on finit toujours, on n'a pas eu d'échec, par convaincre les gens d'ouvrir la bouche et d'accepter l'examen. Et c'est impossible, lorsque vous avez un dément non coopérant dans un cabinet dentaire, de le faire participer à accepter un examen dentaire. Donc là, je voudrais signaler une chose, c'est que pour une fois, on ne peut pas dire que la télémédecine déshumanise. Au contraire, c'est un facteur de relation et d'humanité et de compliance des patients et d'acceptation des soins. C'est extrêmement important. C'est donc la solution pour examiner des patients qui ont des besoins spécifiques, opposant des membres non coopérants et les patients en mobilité réduite. Diapo suivante. Ça nous permet une augmentation de l'offre de soins à personnel médical constant, car ce qu'il nous manque, ce sont des chirurgiens dentistes. Voilà notre malheur. Donc il faut optimiser l'activité de nos praticiens, et mon collègue est exploité au maximum. Ça évite ces déplacements dans les EHPAD, ce qui est inconcevable compte tenu des distances et du temps que ça nécessiterait. On transfère, en fait, on délègue la tâche d'exploiter le dossier médical, le relationnel avec le patient, le relationnel et la coordination avec l'établissement, autant de travail qu'aurait à faire le chirurgien dentiste s'il n'y avait pas la médiation de cette téléassistante dentaire. De telle sorte qu'il parvient à faire 6 examens à l'heure pour des patients opposants. Eh bien, voir 6 patients opposants dément à l'heure, c'est un record. On ne peut pas réaliser ça au fauteuil en direct, c'est inimaginable. Et on réserve donc le praticien à l'exercice pur de son métier, faire le diagnostic et assurer les soins. Diapo suivante. Donc la coordination est améliorée. Cette réunion de concertation thérapeutique permet d'obtenir un résultat qui est mieux compris, mieux accepté, surtout dans les interventions lourdes. Quand il y a une édentation complète, c'est pas toujours bien reçu si ça n'est pas partagé au niveau de la décision. Ça permet au niveau de l'établissement d'avoir un accueil adapté, c'est-à-dire qu'on sait déjà, on ne fait pas venir le patient pour voir et savoir ce qu'on va faire, cette première consultation est supprimée, ça permet de savoir déjà si on va le recevoir en externe avec des soins banaux, de savoir s'il faudra une hospitalisation en ambulatoire ou une hospitalisation totale, savoir quel type de sédation il va falloir faire, lui donner un sédatif avant de venir, faire un méopa, une association proto-oxygène qui est une anesthésie générale légère, ou faire une anesthésie générale et dans ces conditions adapter l'hospitalisation. D'autre part, la téléassistante dentaire coordonne la prise en charge avec les différents services, c'est-à-dire la prise de rendez-vous de consultation d'anesthésie, les radios éventuellement, et elle coordonne toute cette chaîne et une seule personne s'occupe de cette coordination, la téléassistante dentaire, de telle sorte qu'on ne risque pas de rupture dans la chaîne de prise en charge et on a une continuité avec un seul intervenant. Diapo suivante. Au plan économique, eh bien, il est évident que ça évite au moins le premier transport pour voir
et prévoir la suite, et ça évite un certain nombre de transports. Ça optimise l'activité du chirurgien dentiste, bien entendu, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, et les bénéfices induits par l'apport des soins dentaires sont difficiles à estimer en termes d'état général, de cicatrisation et toutes les conséquences du mauvais état dentaire, dont les infections et surtout la qualité de vie, parce que nombre de patients sont instables, agressifs ou perturbés, tout simplement parce qu'ils ont des douleurs bucco-dentaires qu'ils n'expriment pas. Ça se traduit en fait par des troubles du comportement. Alors, un point important qui nous tient à cœur, c'est que nous savons que nos EHPAD, alors on ne connaît pas la situation ailleurs, mais elles sont vraiment sous tension au niveau du personnel. On ne peut pas se permettre d'ajouter du travail aux EHPAD en Limousin. Déjà, ils n'arrivent pas à faire l'essentiel. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est un service à 0 charge de travail supplémentaire pour les EHPAD. De telle sorte que, une fois que la demande de vidéo-endoscopie buccale est réalisée, la téléassistante dentaire s'occupe de tout, clé en main. Passage en gamme pour l'identité-vigilance et le codage, recueil du dossier médical, coordination de la radio, de la consultation d'anesthésie, du bloc, gestion de l'accueil, toutes choses que le personnel de l'EHPAD aurait à faire, et on les décharge de tout ce travail, ils n'ont qu'à téléphoner au transporteur en cas de déplacement, que ce soit un taxi ou une ambulance. Donc tout ce travail, on le supprime aux EHPAD. Et ça nous permet d'avoir une bonne collaboration avec eux, d'être bien acceptés et d'avoir un fonctionnement qui est fluide entre les établissements. Diapo suivante. Ah ben voilà. La chute est brève, mais elle est là. En 20 minutes pour un temps d'échange. D'abord, une question simple. Une question là-haut. Une question simple. Qui rémunère la téléassistante dentaire? Ce sont des fonds FIR qui sont attribués à l'hôpital de Guéret. C'est-à-dire un financement qui n'est pas pérenne, qui est renouvelé chaque année et sujet à pouvoir être supprimé si besoin. Mais d'où l'importance d'avoir aussi un bilan, des résultats probants. Nous avons des comptes à rendre. Et validés scientifiquement. Voilà, on attend avec impatience que la CNAM s'intéresse à... Voilà. Parce que les actes odontologiques ne rentrent pas dans le droit commun. Voilà. Alors, il y avait une question là-haut. Vous avez créé un nouveau métier. Nous avons créé un nouveau métier. Alors ça, c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte quand on veut faire la télémédecine. Je suis désolé, c'est un peu personnel comme analyse, mais il faut être un petit peu ouvert aux nouveautés, un peu aventurier, et ne pas rester figé sur des schémas classiques, sur des professions anciennes qui sont dépassées. Il nous a fallu une nouvelle technicité, on a créé un nouveau métier, on l'a baptisé, ça s'appelle une téléassistante dentaire. On a créé les mots, on a créé la fonction, on a créé la formation. Et si on veut faire de la télémédecine ou des techniques innovantes, il faut que tout soit innové derrière. On ne peut pas, avec les mots anciens et les fonctions anciennes, les référentiels métiers anciens, on ne fera pas avancer les choses. Il faut casser les codes et faire des nouvelles fonctions adaptées à ces nouvelles techniques. Et ça vient des professionnels qui connaissent le métier. Parce que nous sommes un petit peu orphelins, nous le sommes tous, là, dans la mesure où au sommet on ne prend pas toujours les bonnes décisions qui correspondraient aux nécessités de la base, eh bien on a décidé de prendre notre sort en main et de créer cette nécessité fait loi. Donc c'est spontané du terrain et en fait on se rend compte que ce sont les fonctions les mieux adaptées, les plus adaptées au terrain. Voilà. Alors, une question. Vous avez répondu en partie à ma question, puisque du coup ça devient une réflexion. Dans l'amélioration de nos changements de pratique et les parcours, la télémédecine, on se rend compte à quel point l'infirmière de coordination est indispensable. Or, dans la facturation à l'acte,
son travail n'est pas prévu, et quand il y a des économies à faire, notamment dans les services hospitaliers, c'est bien sur ces postes-là qu'on supprime. Et donc, là, c'est plutôt un message aux gens, aux décideurs et aux gens de l'ARS. Nous, on demande à avoir plus de temps de coordination. On se rend compte que ça fait gagner du temps d'hospitalisation, du temps de soignants. Oui, je peux répondre. Oui, oui, bien sûr. Ça me permet de Vous êtes là pour ça. Ça me permet de rebondir et d'aller un petit peu plus loin. La coordination, c'est l'essentiel, c'est le schéma même, enfin pour nous, de la télémédecine. On fonctionnait dans un univers cloisonné. Et une de nos missions que nous nous sommes données, c'est d'arriver à estomper la barrière qui existe entre les médecins et les chirurgiens dentistes. Nous sommes sur 2 droites parallèles, il faut qu'on arrive à les faire rencontrer pour arriver à faire un soin correct au niveau des EHPAD et des gens qui n'ont pas les soins nécessaires. Nous sommes dans des situations cloisonnées, des silos verticaux, ça a été dit, mais c'est vrai. Et la télémédecine nous permet de travailler en réseau, en fluidité, en coordination. Et il est vrai que ça ne fonctionnerait pas si c'était pas articulé entre le centre hospitalier, l'EHPAD, le personnel de soins. Et la leçon que nous en avons tirée, c'est que c'est un problème de fluidité et de coordination en réseau. Et c'est ce que nous permet la télémédecine. Avant ça, on ne pouvait pas le faire. Mais là, c'est la clé pour travailler en collaboration étroite. Et ça nous ouvre des portes de communication. Et notre téléassistant dentaire fait l'essentiel de son travail en coordination et en organisation, en fait. Prendre la vidéo, c'est 20 minutes. Derrière, c'est 1 heure, 1 heure et demie de travail de coordination. Ça répond à une autre problématique, pardon, une autre problématique, celle de la formation, puisque là, la téléassistante dentaire, pardon, a reçu une formation et on est sûr d'une reproduction de la prise de vidéo, puisqu'elle a été formée pour ça, avec un matériel validé. Oui. Oui. Bernard, réveillé un peu brutalement. Non, je pensais à une autre question. Excusez-moi. Non, tout à l'heure, c'est qu'on expliquait que voilà, parfois les photos étaient mal prises et qu'on perdait du temps et qu'il fallait aussi former en amont. Là, c'est vrai qu'on a une personne qui est formée et c'est elle qui se déplace. Oui, tout à fait. Oui. Bien. Oui. Donc on est sûr, on est sûr d'une rigueur et de reproduction surtout de l'acte et de la prise de vidéo. Oui, parce que la procédure est protocolisée et ça a fait l'objet d'une recherche clinique préalable. Donc on est à l'aise, si vous voulez, par rapport à la qualité des images et puis la qualité de ce que l'on en sort et du diagnostic que l'on pourrait proposer après l'examen de ces images. Donc on n'est pas inquiet là-dessus. C'est une question d'organisation. Je voulais rajouter, c'est pour ça que j'étais un petit peu parti dans mes pensées, je voulais rajouter quelque chose. Il y a un problème d'éthique aussi. Ces personnes-là qui ne se plaignent jamais, qui ont des bouches dans un état délétère, on les laisse, ils ne sont pas pris en charge pour l'instant. Et il y a quand même, on est à la limite de la non-traitance quand même. Donc il faut penser à ça. Je veux dire, moi, je suis effaré par les images que vous avez vues, elles sont entre guillemets soft. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dures. Et ce sont des personnes qui terminent leur vie avec des douleurs dentaires qu'on ne pourrait pas imaginer. Ce sont des escarres cachés, infectés. Est-ce qu'on laisserait les personnes sans soin avec un escarre infecté? On pourrait assimiler ces états dentaires délétères à cette pathologie dermatologique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça va dans le sens d'une étude qui a été publiée, puisque la semaine dernière c'était la journée nationale pour la santé bucco-dentaire et qui et en fait un grand nombre de Français font la séparation entre la santé bucco-dentaire et la santé générale, alors que la santé bucco-dentaire c'est une erreur fondamentale. Voilà. Je veux dire, la bouche ça fait partie de l'organisme et c'est la première partie du tube digestif. Donc je vois pas. Mais voilà, là ça révèle bien cette séparation, cette dichotomie entre les spécialités. Tant qu'on n'aura pas compris qu'on doit travailler ensemble, on se retrouvera dans des situations analogues. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui. Bonjour, moi je travaille à l'ARS. Je voudrais savoir si vous répondez à toutes les demandes de VEB, si vous avez des critères d'inclusion. Vous avez parlé de personnes qui ont des troubles du comportement, qui sont opposantes. Est-ce que vous êtes aussi dans une démarche de prévention? On sait que dans les EHPAD ou dans les foyers d'accueil médicalisés, les personnes ne vont pas chez le dentiste, c'est des questions de temps pour le personnel. Bien sûr, il manque de dentistes, mais pas que. Il y a aussi toute l'organisation à voir autour. Oui. Est-ce que c'est dans une démarche de prévention? Alors, est-ce qu'il y a un repérage particulier? Oui, alors on repère aussi le niveau d'hygiène. Alors là, on rentre dans le cadre de la prévention. La prévention, c'est la formation des personnels pour réaliser les procédures de soins d'hygiène dentaire. Malheureusement, pour 98% des patients, les bouches sont sales, elles sont pas entretenues. Il y a du tartre, des plaques dentaires, mais nous n'avons pas le temps de prendre en charge cette démarche mais il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, cette démarche de prévention. Initier le personnel à utiliser des bâtonnets imprégnés pour nettoyer la cavité buccale, nettoyer les prothèses, vérifier si le brossage est bien réalisé. Nous n'avons pas le temps, nous sommes dans le soin. Voilà, on ne peut pas tout faire. Et j'espère bien qu'il y a d'autres équipes pourraient s'occuper de former les personnels des EHPAD dans ce sens-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Du coup, vous vous orientez vers ces personnes dyscompliantes, dyscommunicantes? Vous avez des critères d'inclusion ou vous répondez à toutes les... Si un EHPAD vous appelle, alors, il y a deux catégories de personnes. Les personnes qui entrent en établissement, systématiquement, elles sont examinées. D'accord, c'est systématique. C'est systématique à condition qu'elles acceptent cet examen. Oui, oui. Donc, en général, c'est inscrit dans le livret d'accueil. Voilà. Et la deuxième catégorie de population, ce sont les gens qui expriment, c'est rare, des doléances. Ou chez qui on a repéré des troubles du comportement, des troubles de la mastication, des signes alarmants au niveau de la face, au niveau de la zone péribuccale. Donc voilà. Donc il y a d'une part les personnes qui ont un besoin et d'autre part l'examen systématique des résidents qui entrent en EHPAD. C'était quand je disais prévention tout à l'heure, c'était ça, c'était le systématique. Merci. Vous parlez du temps médecin tout à l'heure. Vous avez rajouté une charge de travail en fait, parce que même si vous gagnez du temps sur les transports, c'est des patients que vous ne suiviez pas auparavant. Oui, on essaye de s'adapter. Mais pour nous, ça nous semble une nécessité. Ça rentre dans le domaine de la santé publique pour nous. Et puis, ce sont des personnes qui ont un besoin réel. Je ne vois pas pourquoi elles seraient marginalisées. Voilà. Oui, d'un point de vue économique, ça ne sera pas économique, je suis désolé. Mais de l'absence de soins à la prise en charge, effectivement, il y aura un delta. Sur le long terme, ça peut peut-être l'être. Et il y a quand même un retour économique sur, effectivement, les transports, mais surtout sur l'alimentation. Les produits alimentaires médicaux sont extrêmement onéreux, ils sont mauvais, et on joue sur la qualité de vie. Il y a un élément auquel on ne pense pas immédiatement. Complément nutritionnel oraux, là. Oui. Il y a un élément auquel on ne pense pas. Dans la journée d'une personne institutionnalisée, il n'y a pas beaucoup de plaisir. Il y en a un. Le repas. Si le repas est mauvais, la journée est fichue. Et ils attendent le repas. Alors quand on mange des produits de mauvaise qualité gustative, ce sont des journées tristes. Ça permettrait de donner une alimentation bien meilleure et la qualité de vie en est nettement améliorée. Alors, sur l'économie, il y a une économie sur les produits alimentaires et en termes de conséquences, alors là nous sommes en train de travailler là-dessus,
mais il est probable qu'en améliorant ça, on aura une régression des troubles consécutifs à la malnutrition et à la dénutrition. La sarcopénie, les chutes, les infections bronchiques, etc. Donc sur l'aspect financier, il faut voir sur le long terme, on ne peut pas répondre finalement aujourd'hui. On ne peut pas répondre, mais on est en train d'essayer de l'apprécier pour se tourner vers le payeur et lui prouver qu'il aurait raison de nous payer davantage. Maryse Déliby, est-ce que vous connaissiez cette initiative? Est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit? Alors je ne sais pas, c'est en Creuse, pas en Dordogne. Alors, bon, effectivement, c'est quelque chose que je connaissais parce que, bon, on partage à peu près les mêmes plateaux. Donc, voilà, je crois qu'on essaye de faire la promotion des actions qu'on peut mener. Donc, on est intervenu conjointement sur le DU télémédecine. Voilà. Après, on a une autre solution avec ESEA, qui est quelque chose de beaucoup moins poussé, mais qui permet malgré tout de pouvoir faire un diagnostic, une caméra bucco-dentaire, qui permet de faire un diagnostic. Effectivement, aujourd'hui, alors ça permet de ne pas transporter une personne chez le dentiste. Elle va aller chez le dentiste, pour ceux qui ont de la chance, parce qu'après les autres, ma foi, ils restent à l'EHPAD. Ils vont aller chez le dentiste, ils ont payé leur transport, on les installe péniblement sur le fauteuil. Alors, on n'amène pas effectivement tous ceux qui ont des troubles du comportement, la plupart du temps. On les installe sur le fauteuil. Le dentiste finit, quand il y arrive, par dire « Ah, eh bien, il y a une infection, vous repartez, antibio, et vous revenez dans 15 jours. » Donc, c'est quand même difficile pour les familles, c'est coûteux. Et les bilans bucco-dentaires ne sont pas faits, par faute de dentistes dans les EHPAD, ne sont pas faits. Voilà. Là, mon indicateur est à 0. Voilà, je crois qu'il faut le dire, voilà, les bilans bucco-dentaires ne sont pas faits. Donc oui, c'est particulièrement intéressant. Et les conséquences, effectivement, qu'il peut y avoir derrière, alors derrière les propos que j'entends de ces messieurs, je dirais que pour moi, il y a d'autres accès aux soins qu'on n'a pas en EHPAD et qu'on va, parce que c'est compliqué de déplacer nos personnes âgées, les troubles du comportement. Bon, on a parlé des escarres, bon ça se voit, ça sent mauvais, on finit par s'en occuper. Peut-être pas toujours bien, mais on finit par s'en occuper. Mais les troubles du comportement, qu'est-ce qui se passe à un moment donné si vous n'avez pas accès aux soins facilités? Vous finissez par un peu tourner la tête et puis gérer comme vous pouvez, et avec du non-traitement, là encore. Voilà. Et les troubles du comportement, où on ne va même pas questionner effectivement s'il y a un problème bucco-dentaire, si la personne a une autre déstabilisation. Je crois qu'en gériatrie, et sur des personnes âgées qu'on accueille, on a encore un sacré chemin à faire pour amener du soin dans nos EHPAD. Voilà. C'est vrai dans nos EHPAD, c'est vrai dans le handicap. Des bouches comme ça, moi j'ai un passage, j'ai travaillé en psychiatrie, des bouches comme ça, les premières que j'ai vues, c'était en psychiatrie et chez des gens qui avaient une trentaine d'années. Voilà. Donc voilà, et j'insiste, ils n'ont pas sélectionné les photos. Pas du tout, c'est pas ils n'ont pas eu envie de nous faire peur, c'est vraiment ce qu'il y a. C'est pas, ils se sont dit, attends, on va faire un peu de... Non, pas du tout. Malheureusement, je dirais, c'est vraiment ce qu'on a dans les établissements. Et ensuite, on parle de la formation des professionnels. Comment est-ce que vous voulez que moi, je mobilise les équipes, quand on sait effectivement, on est tendu quand même au niveau organisation dans les EHPAD, comment vous voulez mobiliser les équipes quand finalement, derrière, on n'a pas pris en compte cette problématique bucco-dentaire? Je dirais que la preuve en est, c'est qu'il n'y a pas la tarification sur le coup. Voilà. On n'a pas pris en compte, puis on va dire aux aides-soignantes, vous devez aller, alors qu'elles galopent déjà, vous devez aller nettoyer les bouches. Et même s'il y a un abcès, de toute façon, personne ne va s'en occuper. Je pense que la prise en charge médicalisée, on l'a vu sur les escarres, on le voit sur le trouble du comportement, la prise en charge médicalisée fait que derrière, les soignants vont remettre du sens et comprendre pourquoi ils font les actions. Et là, je crois qu'on va être dans un cercle vertueux. Mais s'il y a un maillon de la chaîne qui manque, pourquoi ça serait les petites mains sur le terrain qui devraient effectivement faire ça, alors qu'il n'y a pas de traitement? Je crois qu'il faut que le parcours soit complet, le parcours de soins soit complet. Voilà. Alors, par contre, je veux quand même ajouter qu'au niveau des formations, il faut quand même que je dise que l'ARS, effectivement, insiste beaucoup sur les formations bucco-dentaires et sur la prévention. Merci. Est-ce qu'il reste des questions? Parce que dans ce cas, nous allons... Oui, une question. Je voulais juste connaître le montant de la... Joanne Malika. Combien ça fait la pratique? De quoi avez-vous besoin pour faire une exposition?
dirais Parce 37 que 000. je ne suis pas sûr qu'au fond on ait entendu. Je dirais, Je voulais connaître le montant de la dotation FIR, même si c'est Je peux- IRS qui l'a. je vais peut-être dire une bêtise, hein, c'est sous réserve. Je crois que c'est 37 000 euros pour l'année. Principalement pour financer le poste de téléassistant comptable. À 80%. Oui, vous financez pas le matériel avec 37 000 euros. Alors il a été financé Parce que, voilà. dans le cadre de l'étude de recherche initiale où on était soutenu par la MGEN, entre autres comme copromoteur, et on a eu des fonds, on a gardé l'appareil après. L'appareil coûte 30 000 euros.